Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom, surnom donné par mes collaborateurs et mes collègues il y a 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. J'accompagne depuis plus de 12 par contre les TPE, PME et les entrepreneurs ambitieux à communiquer correctement, avec stratégie, pour avoir un impact important sur leur marché et pouvoir attirer les clients qui leur convient. C'est important. Cette semaine sur Misscom, on parle analyse. C'est un peu la bête noire de beaucoup de monde et c'est souvent la tâche qu'on oublie de faire. Par acte manqué, sciemment ou inconsciemment, peu importe, mais souvent on ne les fait pas, alors que ça a toute son importance. Si vous voulez comprendre l'intérêt des analyses, je vous invite à regarder les vidéos précédentes de lundi et mardi qui sont publiées et que vous aurez dans la description de la vidéo du jour. Je vais y arriver. Le problème d'élocution quand on est en vidéo, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on va parler un peu plus pratique. Alors, j'ai pas de préparation pour faire du partage d'écran. On va y aller en freestyle comme d'habitude sur quand et comment analyser ses actions. Donc le principe du tuto en direct, j'ai quand même précisé ça dans le titre parce que l'idée c'est vraiment de venir vous expliquer de manière pratico-pratique. Donc si vous en avez besoin, et je pense notamment à YouTube, vous pouvez simplement m'écouter et ouvrir les différents supports que vous avez, commencer à préparer des tableaux pour vous permettre de calibrer les infos et les besoins vis-à-vis des analyses. Donc on a vu le comment analyser en fonction donc des différents points. Donc déjà là, vous avez la matière. Maintenant, on va rentrer dans le détail et on va prendre action par action, du moins en partie dans les 20 minutes où on se retrouve, et puis surtout de celles que vous me dites ou celles que j'imagine, et on va aller voir justement comment analyser ces actions et quand. Parce que la notion du quand, elle va être importante puisqu'elle est non pas aléatoire, mais spécifique à chaque action. Exemple, premier exemple, on rentre dans le vif du sujet, une plaquette. Oui, je vous assure que le hors média fonctionne toujours très bien en fonction de la stratégie abordée, adoptée, et en fonction du domaine d'activité bien sûr. Donc une plaquette, elle va s'analyser à peu près, alors on va commencer par tous les mois. Le principe étant de voir justement si le nombre de plaquettes diminue. Donc remettons un petit peu de contexte là-dedans. Moi je considère qu'une plaquette, elle n'est pas distribuée à tout va. D'accord? Parce que là, on perd beaucoup d'argent, parce qu'on distribue énormément, et finalement, il y a peu de retours. Je pense aux plaquettes qu'on va mettre sur des présentoirs. Je verrai la version de mes clientes secrétaires juste après vis-à-vis de cette plaquette. Première étape, je sélectionne effectivement les lieux où je vais déposer des plaquettes, où c'est judicieux, où j'ai ma cible. Ça, on a bien compris que la distribution, elle va être stratégique elle aussi. Mais on n'est plus déjà là-dedans, on est dans le fait qu'elle a été distribuée à plusieurs endroits, on va dire 4 pour l'exemple, à 4 endroits. Le premier point d'analyse que je peux faire moi sans avoir à interagir avec qui que ce soit, c'est que régulièrement, donc moi je vous conseille pour démarrer une fois par semaine, pour voir s'il y a une évolution, et après on pourra étaler un peu plus, parce que c'est pas les personnes qui acceptent que vous déposiez vos plaquettes seront pas celles qui vous appelleront pour vous dire il y en a plus. Le principe, c'est d'aller voir si ça diminue. Pourquoi? Parce que ça permet de voir si vous déposez 10 plaquettes dans une salle d'attente. On en a 4, mais là on en prend une. Eh bien, au bout d'une semaine, on va voir si une est partie. On va faire ça toutes les semaines, on va après prendre mensuellement, ok, combien de plaquettes sont parties. Si j'ai 3 plaquettes qui sont parties, l'idée, c'est quand même d'en remettre, d'accord? Alors, on n'en remet pas tout de suite, justement, l'idée, c'est que le paquet diminue et que ceux qui viennent voient que le paquet diminue. Même s'ils ne le voient pas de manière consciente, ils pourront le voir de manière inconsciente et forcément, ça pourra les attirer plus ou moins. Donc, l'idée, c'est quand il reste 2 plaquettes, on remet à 10. D'accord? J'en dépose 10, je regarde de combien ça diminue, je le note. Une par semaine, 2 par semaine. Je fais bien évidemment le total sur le mois, combien de plaquettes passent par mois. Donc ça, c'est un premier point d'analyse, comme je le disais, que vous allez pouvoir faire de manière individuelle sans interagir avec qui que ce soit. C'est un premier point d'analyse. À partir du moment où les plaquettes sont en dépôt libre ou en accès libre, ça a un intérêt tout particulier. C'est que si la plaquette a été prise, s'il y en a suffisamment justement pour pouvoir être récupérée par les personnes qui passent
et garder, eh bien, ça vous donne une ordre d'idée sur l'intérêt de vos services vis-à-vis de votre plaquette. Donc là, l'idée, c'est effectivement de noter la différence. Bien sûr, la deuxième action qu'il va y avoir à faire, et ça, c'est pas spécifique aux plaquettes, ça va être pour tous, trouver, dès lors que quelqu'un vous appelle, vous contacte, et pas uniquement les clients acquis, ça va être tous les prospects, c'est de leur poser la question, par quel biais avez-vous eu mes coordonnées? De manière à justement pouvoir identifier, si la personne qui vous appelle est bien une des personnes qui a pris la plaquette à tel endroit. Donc bien évidemment, si la réponse, puisque nous là on travaille sur la plaquette, l'objectif c'est de savoir de quelle plaquette, enfin que c'est bien la plaquette, mais de quel endroit elle a été prise. Parce que c'est important de le savoir pour voir si une zone est plus intéressante qu'une autre. Forcément, on va le corréler, puisque les endroits de dépôt où les plaquettes ne partiraient jamais, c'est probablement un endroit qu'il va falloir changer. Mais quand elles partent un petit peu de partout, il faut quand même pouvoir savoir d'où elles viennent, parce que vous verrez qu'après, vous aurez peut-être davantage de demandes selon les zones d'activité. Donc c'est important de pouvoir demander sur quelle... Enfin, donc, quand ils disent j'ai eu votre plaquette, ça va être de demander ok, et à quel endroit avez-vous pu la récupérer? Tout simplement, on est dans l'échange d'informations. Il n'y a pas de données risquées, et il faut impérativement le demander pour pouvoir justement réajuster. Parce que si on voit qu'aucune plaquette ne parte au bout, alors on va attendre, bien sûr, on va faire le point sur 1 mois, puis on va attendre 2 mois. Je dirais qu'au bout de 3 mois, si sur le lieu que vous avez sur un des 4 lieux sur lesquels on a déposé les plaquettes, il y a un lieu où ça ne part strictement jamais, on va peut-être essayer de revoir où est la plaquette. Ça aussi, ça a son importance, d'aller vérifier de temps en temps, une fois par semaine, même si après on va effectivement élargir le nombre de fois. Encore une fois, il faut quand même le faire de temps en temps, peut-être une fois tous les 15 jours, surtout si on en laisse très peu, parce que l'idée c'est qu'il y en ait toujours, si jamais vous en déposez que 5, mettons. Parce que c'est un choix, hein, le nombre, il n'y a absolument aucune règle vis-à-vis du nombre de dépôts. Si vous n'en laissez que 3 ou 4, il y a de fortes chances que si vous êtes au bon endroit, ça parte relativement vite, donc il faut éviter qu'il n'y en ait plus. Il faut éviter d'être en rupture de stock vis-à-vis de ces plaquettes. Et donc là, on va effectivement voir si ça marche. Et donc, le premier ajustement, parce que ça ne veut pas dire qu'à un endroit, on va laisser tomber cet endroit-là parce que ça marche pas. La première conclusion n'est pas ça ne fonctionne pas, c'est peut-être c'est pas mis au bon endroit. Est-ce qu'elle est bien visible? Est-ce qu'elle est à un endroit facile d'accès? Si jamais la table d'à côté, enfin sur les bancs, elle est au fond derrière les sièges, on peut s'assurer que les gens ne la voient absolument pas. Donc c'est pas que c'est c'est pas dans le mauvais lieu, c'est juste au mauvais endroit dans le lieu, et il faut le mettre plus à vue de vos potentiels clients. Donc on va réajuster là où se trouve votre plaquette. Alors pas dans le lieu encore une fois, mais sur la table, on va peut-être le mettre plus haut, ou on va peut-être le transformer. On va peut-être réajuster aussi. Ça peut peut-être, on transforme, hein, c'est peut-être pas une plaquette qu'il faut, mais une affiche, admettons. On va pouvoir réajuster sur ces différents plans. Mais au départ, on va déjà réajuster sur le lieu. Et si, encore une fois, 6 mois plus tard, il y a toujours les 10 plaquettes qui sont sur ce lieu-là, c'est que probablement c'est pas le bon lieu de distribution. Donc, on va vérifier, on va questionner notre audience pour vérifier sur quels endroits elle est le plus propice de le prendre, et on va changer d'endroit où on va déposer les plaquettes. En remerciant bien évidemment celui qui a accepté de les proposer. Donc je le disais, il y a une autre stratégie, et celle-là je sais qu'elle coûte plus d'argent, et que beaucoup de mes clientes, en tout cas secrétaires et assistantes indépendantes, ont fait, c'est l'envoi de ces plaquettes par courrier. C'est une action qui paye, oui, mais elle ne paye jamais immédiatement. Je vous rappelle, on a déjà eu un sujet, je crois, sur le sujet, c'est de laisser à vos actions le temps de faire leur effet. C'est super important. C'est jamais immédiat. C'est très très rare d'avoir un appel immédiatement quand la personne a reçu la plaquette. Parce que, en général, on ne tombe pas exactement pile poil au moment où elle le recherche. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc laissez bien évidemment le temps à vos actions de faire leur effet. Et on va relancer, on va appeler les gens à qui on a envoyé. On a un fichier de suivi.
On sait à qui on a envoyé ces courriers. Donc là, encore une fois, je parle pour les professions qui envoient leurs plaquettes. Faites-le également, ne le faites pas à froid, dans le sens où on glisse juste la plaquette dans l'enveloppe et on envoie. Mettez toujours un courrier d'accompagnement. Associez toujours l'humain. D'accord ? On a horreur de recevoir des pubs dans sa boîte aux lettres. Et là, même si c'est dans une enveloppe, ça reste de la pub. Donc, plus vous allez personnaliser, plus vous serez efficace et pertinent. Mais par rapport à cette pratique-là, là encore, eh bien, toute personne qui va nous contacter, on va aussi lui demander pour voir si dans vos envois, personne ne vous appelle. C'est peut-être que vous n'avez soit pas visé les bonnes personnes, donc là on va retravailler son fichier, ou alors c'est que le système d'envoi ne fonctionne pas et n'allez pas perdre de l'argent pour ça, pour rien. Donc le principe c'est vraiment de retracer qui vient de la part de la plaquette et à quel endroit ils ont récupéré la plaquette. C'est quelque chose d'important pour pouvoir voir si on continue ou pas. Dans les deux cas, que ce soit sur de l'envoi papier, sur de l'envoi par courrier ou du dépôt sur des zones de distribution, si les plaquettes ne sont jamais prises, après réajustement, c'est-à-dire on repositionne la plaquette dans le lieu ou on change de lieu, mais que ça ne marche toujours pas, c'est probablement que la plaquette n'est pas la bonne réponse. Et que, parce que je sais très bien que la plupart font le raccourci, c'est ce que font les entreprises de notre marché, et en général ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas alors que tout le monde le fait, c'est que tout le monde se plante. Mais c'est pas la peine de vous planter vous aussi. Donc on annule, on abandonne, on laisse tomber. Je sais que c'est très compliqué et que le cerveau n'est jamais pour laisser tomber, mais je vous assure que vous ferez des économies de temps, d'énergie et surtout d'argent. Quoi utiliser pour faire le fichier de prospect ? Sheet ou un autre pour plus pratique. Moi personnellement et par rapport à mes clientes, c'est le bon vieux Excel, comme d'habitude. Faites bien évidemment avec les outils sur lesquels vous êtes à l'aise. On s'en fiche finalement, il n'y a pas particulièrement de spécificité. Moi j'ai envie de te dire, Christelle, vu qu'on est sur le web, vu qu'on se connaît bien et vu que je connais les outils que tu utilises, utilise Fluent CRM. C'est fait pour, tu as une rubrique notes, tu sais à qui tu vas l'envoyer, tu as la traçabilité, tu as récupéré les infos, même si la boîte mail est une boîte générique, parce que je vous le rappelle au niveau de la RGPD, nous n'avons pas le droit d'utiliser les adresses mail personnalisées sans accord préalable des utilisateurs, donc on aura toujours des adresses génériques de type contact, hello et compagnie. Ceux-là, on a le droit de les récupérer si on les trouve. Justement, passons à l'outil suivant, l'email. Comment travailler sur l'email ? Comment optimiser sa visibilité vis-à-vis de l'email et analyser ses campagnes emailing ? Il y a plusieurs informations à prendre en compte. 1. Les adresses erronées. Ça, c'est super important. Dans tous vos envois, vous aurez finalement ce qu'on appelle les bounces. Les bounces, alors il y a les bounces durs et les bounces soft. Les durs, c'est simplement que vous êtes blacklisté ou l'adresse mail n'existe pas. Donc, ou n'existe plus. Donc, dans ces cas-là, on supprime. Le blacklistage, c'est le fléau. C'est le fléau parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte vis-à-vis de ça. Le premier, c'est l'autorité de votre nom de domaine. Si vous n'avez pas une assez grosse autorité, ou s'il est associé à du spam, parce que ça arrive, il y a plein de boîtes mail, il y a plein de petits robots qui viennent analyser, et quand vous écrivez votre adresse mail en dur sur votre site web, vous pouvez être sûr de recevoir du spam qui part de miscom ou claire@miscom.fr. Si jamais j'ai pas sécurisé ma boîte mail, vous en avez. Donc là, mon adresse est considérée comme spam, et donc n'arrivera jamais. Le mail marketing, c'est encore un autre sujet, et il y a plein de choses à faire là-dessus. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez-le. Donc, on va supprimer les hard bounce, tous ceux qui n'existent plus. On va essayer de réajuster les soft bounce, donc ceux sur lesquels on n'a pas passé les filtres, donc on va essayer de les travailler. Et après, on va effectivement rentrer dans l'analyse. J'ai combien de désinscriptions, parce que vous en aurez, pour chaque campagne. Alors, l'analyse va se faire pour chaque campagne, et puis après, on va faire sur plus généralement sur le mois, sur le trimestre, sur le semestre, voire sur l'année. Après, c'est à vous de prendre le rythme qui vous convient et sur lequel vous savez que vous avez des informations que vous allez pouvoir utiliser. Le principe des analyses, c'est absolument pas de dire d'analyser pour analyser. L'idée, c'est de pouvoir corriger, réajuster et faire quelque chose au mieux. Et notamment dans la notion de mail marketing, c'est de supprimer ceux qui n'ouvrent jamais les mails parce que ça fait baisser votre autorité
ça rend pas efficace vos adresses. Donc tous ceux qu'on voit qui sont pas intéressés, on les supprime. Oui, je sais, ça fait peur, mais je vous assure, et c'est ce que je dis à mes clientes, il vaut mieux une mailing list avec 20 mails, mais qui sont des gens qui vont acheter, plutôt que d'avoir une mailing list à 600 mails qui vous impose de payer des outils pour gérer autant de contacts pour des gens qui n'achèteront jamais. Vous perdez encore une fois votre temps et votre argent. C'est à ça que servent les analyses, c'est de pouvoir réajuster ou abandonner pour pouvoir gagner en efficacité. Et c'est l'efficacité financière, temporelle ou de travail. Donc, on analyse ces actions-là, on va analyser aussi à l'intérieur même. On a aussi un peu l'A/B testing qui peut nous y aider sur est-ce que le mail est ouvert quand j'ai cet objet-là dans le mail? Si finalement cette formulation-là marche mieux que l'autre, on va en abandonner une. Est-ce que mes mails qui envoient simplement de l'information, notamment mon dernier article, fonctionnent plus que les mails promotionnels? Et on va réajuster. L'idée, c'est vraiment de voir et de comprendre comment interagir avec votre audience de la manière la plus juste, encore une fois, pour être le plus efficace possible. Pour le web, on reste sur le digital parce que c'est vraiment celui qu'on a le plus. Sur le digital, ça va être la même chose. Vous prenez vos analyses de site web. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en mai 2022, Google Analytics est interdit. Vous risquez des fortes amendes à utiliser Google Analytics. Le nouveau support, les nouveaux Analytics 4 arrivent en juillet. D'ici là, ne l'utilisez plus. Supprimez la connexion avec votre site web et vous avez d'autres outils comme Simplify qui vous permettent quand même d'avoir des statistiques mais qui soient RGPD. Simplify étant un plugin WordPress. Je précise, n'allez pas le chercher si vous n'utilisez pas WordPress. Vous allez pouvoir avoir le nombre de visites journaliers, mensuels, ou sur le rythme que vous voulez, hebdomadaire éventuellement. Vous allez pouvoir connaître également par où arrive votre audience. C'est quelque chose d'essentiel. Si les gens n'arrivent jamais de Google, c'est probablement que votre site n'est pas bien référencé. Donc, il y a un travail de référencement à faire. Si votre audience arrive beaucoup par Facebook, c'est que vous avez une communauté engagée, donc il faut pouvoir booster ça et vraiment maximiser sa visibilité vis-à-vis de Facebook. Si vous avez... si les gens arrivent de Pinterest, c'est Pinterest. On va chercher la source d'où viennent les gens. C'est le premier point d'analyse pertinent et intéressant pour pouvoir, encore une fois, le maximiser. Si tout le monde arrive de Google, c'est peut-être que j'ai un travail sur les réseaux sociaux à faire différemment pour essayer d'engager ma communauté à visiter mon site par le biais des réseaux sociaux et de booster justement Google qui, visiblement, me donne pas mal de sujets. Donc on va pouvoir jouer sur ces différents plans. L'idée, c'est d'optimiser, c'est de maximiser ou c'est d'annuler. Donc ça, c'est pour le web. On voit le nombre de visites. On va voir effectivement les nombres de pages qui vont être intéressantes à voir, ou qui sont le plus visitées. Le principe, mettre en avant celles qui sont le plus visitées et celles qui sont le moins visitées. L'idée étant de booster ce qui finalement a l'air d'intéresser, de pouvoir peut-être mettre un opt-in à l'intérieur ou quelque chose, quand on voit qu'une page est beaucoup visitée, on va effectivement leur proposer de rentrer en contact de manière un peu plus efficace et moins discrète parce que finalement, notamment vis-à-vis du taux de rebond, l'idée c'est vraiment de pouvoir rentrer en communication avec eux. C'est le principe de la com, c'est un émetteur, un récepteur et un message. Si finalement les gens viennent, repartent, vous n'en avez aucune, et qu'il n'y a aucune interaction, c'est que la communication, elle ne marche pas forcément très bien. Même si cette notion, on va la voir un tout petit peu après, va être plus spécifique, sera à prendre avec des pincettes. Ce qu'on va analyser aussi, c'est si la personne a navigué sur le site. Est-ce qu'elle est allée d'une page à une autre? Est-ce qu'elle est allée d'un article à une autre? Si c'est non, c'est le fameux taux de rebond, ça peut signifier deux choses. Soit j'ai pas assez d'informations ou pas assez de liens sur ma page, soit, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le taux de rebond uniquement que sur le négatif, c'est que la personne est arrivée au bon endroit au bon moment et qu'elle n'a pas besoin de plus d'informations à l'heure actuelle. Souvent, si les gens ont un besoin, on va avoir des rebonds. J'arrive sur une page vis-à-vis de mon besoin, un article de blog par exemple, ou une page de service éventuellement. Schématiquement, la personne va ensuite, comme elle ne nous connaît pas, essayer de faire connaissance avec nous, regarder notre page à propos, et peut-être aller sur la page contact. Donc là, le principe vis-à-vis de la page contact, c'est de les amener bien évidemment à vous contacter et de le voir. Mais si les accès ne sont pas
facile. Si la personne reste uniquement sur la page et ne remonte pas pour voir le menu, notamment pour les menus qui disparaissent. Ça, c'est pas une bonne pratique en web marketing, je vous le dis. Le menu qui disparaît au scroll, c'est sûr que c'est esthétique, mais c'est pas du tout vendeur. Parce que la personne, elle remonte pas, et comme la barre a disparu, elle va pas aller plus loin. Ça, c'était mon petit tips. Mais on va effectivement suivre la navigation et voir où, enfin, le schéma. C'est moi, c'est pratiquement la seule analyse que je garde vraiment, que je gardais de Google Analytics pour pouvoir m'assurer que les personnes allaient bien naviguer bien, comme moi j'espérais, ou comment l'optimiser. Donc on va regarder ça. Le taux de rebond, venons-y. Donc le taux de rebond, par définition, c'est le fait qu'une personne ferme la fenêtre et quitte votre site web depuis la page sur laquelle elle est arrivée. Exemple, une personne tape un nom de produit, la page d'accueil de votre site ressort, elle clique, elle arrive sur votre page d'accueil, finalement ça ne lui parle pas, elle s'en va. Sauf que, et c'est ce que j'expliquais à Christelle tout à l'heure, cette donnée-là, en fait aujourd'hui elle n'est pas si négative que ça. Au contraire, elle peut être témoin d'une bonne qualité d'écriture. C'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre comme ça, toute seule de but en blanc. Le taux de rebond signifie qu'effectivement la personne est repartie. Mais elle n'est pas forcément repartie non satisfaite. Elle peut très bien être arrivée, c'est ce qui se passe, et c'est justement là où il faut mettre les opt-in. Encore un petit tip, sur les relations presse. J'ai un gros dossier sur les relations presse sur mon site, où les gens vont naviguer d'une page à l'autre, mais vont s'arrêter, en général, notamment sur le fichier presse. Les gens tapent fichier presse sur Google, ils tombent sur mon article, ils arrivent dessus, ils téléchargent ma maquette, et ils s'en vont. Finalement, ils ont eu toutes les informations dont ils avaient besoin vis-à-vis de l'article, c'est quelque chose de qualitatif. Ils ont même, sur certains, rempli l'opt-in, d'autres pas, mais je vois que de toute façon, et donc la corrélation, elle se fait avec le temps de visionnage. Si votre taux de rebond est avec une visite de moins d'une minute, ou de moins d'une minute 30, parce que des fois, le temps qu'on lise et qu'on scrolle jusqu'en bas de la page, étant donné qu'il y a de plus en plus de pages à rallonge, ça peut être un peu plus long. C'est que c'est pas bon. Quand c'est moins d'une minute, c'est qu'effectivement la personne s'est dit que c'était pas le bon endroit et elle est partie parce que c'était pas congruent avec ses recherches. Donc là, effectivement, c'est qu'il manque peut-être des choses et qu'il faut peut-être retravailler cette page d'accueil. Par contre, si la personne est restée pendant, je sais pas moi, 5-6 minutes sur une page d'article, c'est que vous pouvez être sûr qu'elle a bel et bien lu l'article, qu'elle a fait les choses et qu'elle va pouvoir trouver son information. Et si elle est partie, c'est peut-être parce que justement, elle a eu l'info qu'elle recherchait. Et comme je le disais à Christelle, ça, on ne le sait pas, mais peut-être que justement, elle a mis votre article dans les favoris, qu'elle reviendra si elle en a besoin, et qu'elle passera à des étapes supérieures vis-à-vis du tunnel de confiance plus tard. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Donc cette donnée sur le taux de rebond, elle est vraiment à corréler avec le temps de visionnage et du temps passé sur la page, parce que sinon, vous pourriez louper des opportunités ou vous dire que c'était pas probant alors que ça l'était. Simplement, il y a d'autres actions à faire vis-à-vis de la page. Pour pouvoir gérer, voir un petit peu ce qui se passe, je vous invite à découvrir Hotjar, qui est un outil que j'utilisais. Alors, attention vis-à-vis du RGPD. Je l'utilise plus. C'est quelque chose que j'ai utilisé, qui permet justement de voir où les gens et comment les gens naviguent. Il y a même un enregistreur d'écran qui permet de savoir comment ça se passe, s'il remonte. Vous voyez l'écran du visiteur quand il est en train de visiter. Et ça peut vous donner justement des idées sur comment ils font, s'ils dirigent leur souris vers d'autres menus ou pas. Enfin voilà, il y a plein d'informations à garder en tête. Donc ça, c'est un autre support d'analyse, c'est un autre outil qui permet vraiment d'aller voir ce qui se passe du côté utilisateur pour pouvoir aller faciliter les choses. Encore une fois, le plus simple, le plus facile, c'est ce qui marchera le mieux. Et pas forcément le plus long, contrairement à ce que disent tous les copywriters. Non. La longueur, en fait, elle vient sur le nombre d'articles qui est créé, sur les articles de fond qui sont écrits, mais sur les pages produits, ça sert à rien de mettre des pages de 3 km de long, c'est faux, ça convertit pas plus. Autre tips. Donc, on a vu la plaquette, on a vu l'emailing, on a vu les stats web. Je vais finir de manière générale, il y a plein d'autres, mais on pourrait rester en conférence pendant 3 heures sur le sujet, s'il fallait prendre chacun. Les réseaux sociaux. D'accord ? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous l'apprendrez là, c'est l'entrée du tunnel de confiance. Les gens ne vont pas forcément liker tout de suite, les gens ne vont pas être présents forcément avec vous. Donc là aussi, la notion de reach,
et peut-être à prendre avec des pincettes également. Le nombre d'interactions, le nombre de partages, plus ça va, moins on en a, mais ça ne veut pas dire que les gens sont plus intéressés. Gardez éventuellement le reach comme point de départ, mais les analyses sur les réseaux sociaux sont, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que, aujourd'hui, il faut le savoir, sur les réseaux sociaux, si on ne paye pas de pub, on n'est plus vu. Donc à partir de là, c'est sûr qu'on n'aura pas des données très importantes. Maintenant, quand on a notamment des contacts avec des ambassadeurs, des fans ambassadeurs qui répondent tout le temps, qui sont toujours très présents, on va s'appuyer sur eux pour essayer de diffuser un petit peu les interactions. Mais là encore, ce sont des stratégies vraiment spécifiques à mettre en œuvre. Au cas par cas, il n'y a aucune généralité pour pouvoir faire les choses correctement. Mais là encore, les réseaux sociaux, restez soft. Les partages, les commentaires, les likes, les fameuses réactions qui pourtant sont censées être quelque chose qu'on attend, sont de moins en moins données, mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intéressés et ne vont pas aller voir. Donc, prenez surtout les informations, notamment sur les dates de visite, quand est-ce que les gens vous voient le plus, pour essayer de publier de manière cohérente, pour maximiser votre visibilité. Vous voyez, on va aller jouer là-dessus. Mais le reach en lui-même n'est pas forcément le plus probant, là encore. Ou en tout cas, par rapport aux statistiques sur les partages et les commentaires, parce que les gens le font de moins en moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, et ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas. Donc prenez vraiment juste le reach en œuvre, en place, et voyez un petit peu, pareil, le nombre d'abonnés éventuellement. Parce que c'est plus forcément les likes, on va parler d'abonnés, parce que les abonnés, ça correspond un peu à tous les réseaux existants, et on s'abonne aussi sans liker forcément les pages, donc voyez le nombre d'abonnés, s'il augmente ou s'il diminue. C'est quelque chose de probant. D'ailleurs, sachez-le, c'est pas parce qu'on dislike une page sur Facebook qu'on en est des abonnés. Aujourd'hui, on est automatiquement abonné à partir du moment où on like, sauf si vous avez désélectionné l'option dans les réglages de votre compte Facebook, et c'est pour ça que c'est important de le rappeler régulièrement, de cliquer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications, c'est le principe de s'abonner à la page pour le voir dans le feed. Mais quand on dislike, ça ne nous désabonne pas. Il faut faire aussi cette manip-là. Donc, ça permet aussi de jouer sur sa visibilité. Il y a quelques petits tips comme ça qui peuvent être effectivement intéressants. Mais n'allez pas vous baser là-dessus. Dites-vous, si vous avez 3 commentaires sur votre photo, c'est déjà magnifique. Enfin, sur votre post, ça sera déjà très très bien sur Facebook par rapport à des retours. Remettez vraiment l'analyse dans le contexte. Aujourd'hui, vis-à-vis des pages et du social media, c'est extrêmement compliqué. Donc, allez juste sur le reach. Tant qu'il est en augmentation, j'ai envie de dire, vous êtes dans le bon. S'il est en diminution, il faut peut-être réajuster. C'est comme ça qu'on va voir ces analyses-là. Mais encore une fois, le principe, il n'est pas évident. Et après, il y a celui, bien évidemment, de sortir du réseau social. Et voilà, si un tel visite votre page web par le biais de Facebook et s'inscrit, bien là, vous voyez que c'est efficace. Donc on va aussi mettre en lien l'analyse de Facebook. Mon article a été vu sur Facebook par 20 personnes et j'ai 44 clics, 44 entrées sur la page de mon site web. S'il y en a 25 qui sont rentrés par Facebook, on les met en corrélation, c'est effectivement intéressant et probant. Donc on va aussi croiser ces fameuses analyses, on va rester monocanal, c'est le principe de la synergie de la communication. Voilà un petit peu, je peux pas, comme je vous disais, on est déjà à 30 minutes, c'est largement assez long, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez toute question, n'hésitez pas. Si vous m'avez découvert dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker la page Misscom. Dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Et en cas de question, je vous le rappelle, que ce soit sur ce sujet ou sur un autre, puisque j'ai à cœur de partager et de traiter des problématiques qui vous concernent, vous avez le commentaire sur cette vidéo, le message privé sur la page ou le profil quand même photo d'avatar, ou encore l'email à claire@misscom.fr. On se retrouve lundi sur YouTube pour une nouvelle thématique, demain sur le live de Facebook où on part en live. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, puis moi j'attends vos questions si vous en avez. Très bonne journée, bye.